Eh ben, bonjour à toutes et à tous et merci pour votre intérêt pour l'IEF. Et donc, nous sommes ravis d'avoir cette opportunité d'échanger avec vous, de vous apporter quelques informations, quelques éléments d'information complémentaires, de répondre à vos questions. Donc, notre séance durera 1 heure, de 16 heures à 17 heures. Et comme cela a été indiqué, il y aura une deuxième réunion d'information qui aura lieu avant l'ouverture des candidatures. Marc-Antoine, rappelez-moi la date, si vous voulez bien, de la deuxième réunion. Ah, on ne vous entend pas là. Oui. C'est La deuxième le réunion 7, donc aura lieu le au mois 2 de septembre, septembre. le 7. D'accord. Le 2 septembre. 2 septembre de alors attendez que je vous dise ça, qu'on remette. Ça sera de 14 heures. 14 h à 15 h le 2 septembre 2025. Très bien. Écoutez, donc encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes surtout là pour répondre à vos questions. Donc, je ne vais pas faire une présentation longue de l'Institut universitaire de France, tout simplement parce que j'imagine que vous en avez déjà entendu largement parler. Peut-être même avez-vous déjà été lauréate ou lauréat par le passé. Et puis, un certain nombre d'informations sont disponibles sur le site web de l'Institut. Ce que je voudrais faire plutôt, c'est insister sur les nouveautés en matière de candidature et puis après, évidemment, répondre à vos questions. Donc, parmi les nouveautés qui ont été introduites par la dernière modification du règlement intérieur, et donc la procédure de candidature 2026-2027 sera enfin 2025-2026 va être la première à en bénéficier, c'est le changement de la limite d'âge pour les juniors, puisque désormais c'est au plus 42 ans au 1er janvier de l'année de nomination. Donc, ça veut dire au plus 42 ans au 1er janvier 2026 pour ceux qui envisagent d'être candidats au cours de la campagne qui vient. Donc, nous avons souhaité déplacer légèrement le curseur entre junior et senior. Et donc, désormais, comme je le disais, c'est 42 ans, sachant que les anciennes dérogations continuent à s'appliquer, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de cas, je vous invite à regarder sur le site web et donc dans le règlement intérieur et les questions fréquentes où sont expliquées les situations pour lesquelles on peut demander une dérogation à la limite d'âge. L'une d'entre elles, et qui est la plus souvent c'est celle des donc l'une des raisons les plus souvent invoquées, c'est celle des maternités où il y a une année supplémentaire par maternité. Le deuxième élément également de simplification dans les candidatures, par le passé, on ne pouvait être candidat qu'au maximum 3 fois sur une période de 5 ans. Alors ça, c'est maintenu. En revanche, il y avait une condition supplémentaire qui était pas plus de 2 fois de suite. Donc, vous aviez droit à 3 fois en 5 ans, mais il fallait faire 2 fois, puis une pause, puis éventuellement une troisième fois. Donc désormais, on a simplifié, c'est 3 fois en 5 ans, mais il n'y a plus la limite à 2 fois, pas plus de 2 fois de suite. Troisième élément de simplification, mais qui, parce qu'il est nouveau, donne déjà lieu à pas mal de questions. Par le passé, il fallait avoir, au cours des 2 dernières années, effectué la totalité de son service d'enseignement et on pouvait éventuellement avoir une dérogation pour un semestre sur les 2 dernières années, au cours duquel on peut avoir été en CRCT ou en délégation ou autre. Donc, c'était 2 ans de service plein sur les 2 dernières années, à l'exception éventuellement d'un semestre.
Cela dit, selon les universités, quand on prenait des responsabilités pédagogiques ou administratives, dans certains cas, via le référentiel des tâches, on considérait que le service était entièrement fait puisque la responsabilité était transformée en heures. Dans d'autres cas, la responsabilité donnait lieu à une décharge et donc il y avait des difficultés d'interprétation. Est-ce que quand on a une décharge, on considère ou pas que l'on a fait son service? En fait, désormais, la seule chose qui est demandée, c'est d'être en règle vis-à-vis de son établissement en matière d'obligations statutaires sur les 2 dernières années. Que ce soit en ayant fait 192 heures d'enseignement équivalent TD, que ce soit parce qu'on a eu des responsabilités, que ce soit parce qu'on a été en délégation, que ce soit parce qu'on a été en CRCT, à partir du moment où l'établissement signe sur le fait que vous n'êtes pas en quelque sorte débiteur, qu'il n'y a pas des heures que vous auriez dû faire et que vous n'avez pas faites, eh bien, à partir de ce moment-là, vous êtes considéré comme éligible pour être candidat. Donc voilà en matière d'éligibilité les dernières modifications, les dernières simplifications. Et puis l'autre élément dont je voulais vous parler, qui est plus ancien, donc comme vous le savez, la loi de programmation pour la recherche a introduit 2 nouvelles sortes de chaires, les chaires innovation et les chaires médiation scientifique. Donc désormais, nous avons 3 types de chaires, les chaires fondamentales, qui sont les anciennes chaires classiques, si j'ose dire, et puis les chaires innovation et les chaires médiation scientifique. Et la cible chaque année est d'avoir, tant en junior qu'en senior, 80 chaires fondamentales, 15 chaires innovation et 5 chaires médiation scientifique. La nouveauté, ou du moins il y a eu des allers-retours sur les modalités de candidature, mais depuis l'année dernière, nous avons rétabli le fait qu'on ne peut être candidat que sur l'un des 3 types de chaires. Il n'y a plus la possibilité, comme ça a pu exister il y a 2 ans, 3 ans, la possibilité d'être candidat sur un type de chaire et avec en option le fait de demander que son dossier soit également regardé dans un autre type de chaire. Pourquoi est-ce que l'on a proposé que le dossier de candidature ne puisse porter que sur un seul type de chaire? Tout simplement parce que ces 3 chaires sont très différentes. Et donc, les dossiers à constituer, les dossiers de candidature pour une chaire innovation sont fondamentalement différents des dossiers à constituer pour une chaire médiation scientifique et fondamentalement différents des dossiers pour une chaire fondamentale. Même si, quand vous regardez les dossiers à remplir, il y a une forte similitude formelle, ce qui est attendu en termes de contenu n'est pas le même. Et donc, quand on fait un dossier, on le fait pour l'un des 3 types de chaires. Et on indique évidemment auquel des 3 types de chaires on postule. Alors, ça me donne l'occasion de vous dire quelques mots sur ce qui est attendu des 2 types de chaires nouvelles, relativement nouvelles, les chaires innovation et les chaires médiation scientifique. Commençons par les chaires médiation scientifique. Ce que l'on entend par médiation scientifique, c'est une activité de transfert du savoir académique vers le grand public. Et comme vous le savez, un dossier de candidature à l'IUF, c'est à la fois un dossier donc, qui décrit une trajectoire passée, mais c'est aussi un projet. Et donc, quand on est candidat sur une chaire médiation scientifique, ça n'est pas simplement parce que l'on a dans sa trajectoire eu l'occasion d'intervenir quelquefois sur un média ou sur un autre, ou d'avoir écrit 1 ou 2 articles de vulgarisation. Quand on est candidat sur une chaire médiation scientifique, cela veut dire qu'on est porteur d'un vrai projet qui a un réel contenu en termes de médiation scientifique, c'est-à-dire que l'on est dans une démarche de construction, d'un processus de médiation, de communication, seul,
ou en partenariat avec des musées, des institutions de médiation. Mais dans tous les cas, il faut que votre projet soit orienté vers la médiation. Cela dit, les chaires médiation scientifique sont destinées, comme toutes les autres chaires, à des enseignants-chercheurs, c'est-à-dire qu'il faut également avoir une activité de recherche. La médiation vient s'alimenter de votre démarche de chercheur. Ça n'est pas une chaire de journalisme scientifique, c'est une chaire de médiation scientifique, c'est-à-dire vous produisez de la science et vous avez une démarche spécifique dédiée pour transférer cette science vers le grand public. Le grand public, ça ne veut pas dire forcément tout le monde, ça peut être destiné plutôt en direction de la jeunesse ou plutôt en direction de tel type ou tel autre type de public, mais dans tous les cas, on va de la sphère académique vers un public qui n'est pas académique et dans un but de vulgarisation et d'information scientifique auprès de ce public. En ce qui concerne les chaires innovation, on est également dans du transfert, mais cette fois-ci, on est dans le transfert de connaissances de la sphère académique vers les applications et notamment le monde industriel. Ce que l'on entend par monde industriel, qui est un raccourci et qui n'est pas le bon mot, hein, puisque ça comprend aussi bien l'industrie au sens classique du terme, mais ça peut également être la société civile, ça peut également être les administrations, ça peut être les collectivités locales. En fait, c'est du transfert de savoir scientifique en vue d'application effective de ce savoir, donc soit dans l'industrie, soit auprès d'autres acteurs de l'univers non académique. Et donc, là aussi, un dossier de candidature en innovation doit être tel que le parcours passé, donc, vient illustrer la capacité du candidat ou de la candidate à faire de l'innovation, mais le projet lui-même doit être porteur d'une vraie dimension innovation, donc une vraie dimension transfert vers l'industrie, comme je disais tout à l'heure, en un sens très large, qui inclut également les administrations, les collectivités locales et la société civile. Et donc, il faut être très précis sur le type d'application, sur les processus que l'on envisage de mettre en œuvre pour faciliter ce transfert. Dans certains cas, ça peut être via le dépôt de brevets, ça peut être via la création de start-up, mais ça ne se limite pas à ça. Il y a de nombreuses autres manières de transférer du savoir, être économiste rattaché à une instance gouvernementale pour orienter des politiques publiques, ça, en parallèle avec son activité académique, ça peut être un moyen de transférer, de transmettre le savoir académique en vue d'application dans la sphère non académique. C'est un exemple que je donne, mais ça peut être aussi l'application l'accompagnement de politiques sociales, ça peut être. Donc, ça n'est pas forcément, ça ne passe pas forcément par la création de start-up et par le dépôt de brevets, sachant que certaines disciplines sont particulièrement adaptées à ce type d'approche, brevet et ou start-up, mais d'autres disciplines fonctionnent différemment. Et les deux types de chaires que j'ai mentionnés, aussi bien les chaires innovation que les chaires médiation scientifique, sont ouvertes à toutes les disciplines. Elles sont ouvertes aussi bien aux sciences formelles de la nature et médicale qu'aux sciences humaines et sociales et humanités. Donc, et dans chacun de ces deux grands champs, toutes les disciplines sont potentiellement concernées par ces deux types de chaires. Ce qui est important, c'est que le projet mette bien en avant la démarche envisagée, les moyens que l'on se donne pour cette démarche,
parce qu'il faut être évidemment convaincant. Et puis, ce qui vient conforter la crédibilité, c'est évidemment le parcours passé et ce que l'on a déjà réalisé dans cette voie, même si ce que l'on a déjà réalisé, c'était des étapes intermédiaires et que l'on se propose d'aller un cran plus loin dans cette direction. Voilà ce que je voulais vous dire de manière générale. Je suis là pour répondre à vos questions le cas échéant. Et voilà, donc nous prenons vos questions. Ça peut être par écrit, ça peut être par oral. Euh, donc, pour ce qui est des détails, je dirais, très concrets, c'est-à-dire la date limite de dépôt des dossiers, etc. Tout ça sera sur le site web, donc je vous invite à ne pas trop perdre de temps là-dessus. En revanche, tout ce qui, après avoir regardé la description de l'appel à candidature, tout ce qui vous semble encore insuffisamment clair, eh bien, nous sommes là pour vous aider à le clarifier. Il y a déjà une question dans le chat. Je ne sais pas si vous la voyez. Alors, laquelle De Maurizio. Oui, alors donc dans le cadre des projets soutenus par l'IEF, c'est ça? Tout à fait. Le transfert de savoir dans le champ de l'ingénierie prend-il en compte les retombées concrètes dans les communautés locales des pays en développement, notamment en matière de renforcement des capacités et d'autonomisation technologique? On est typiquement dans un cas de ce que l'on peut considérer comme une chère innovation si l'objet du transfert est dans le champ de l'ingénierie, mais ça pourrait être aussi dans un autre champ, si l'objet du transfert est effectivement orienté vers ces retombées et ce renforcement des capacités d'autonomisation technologique. Donc, si l'objectif est ce renforcement des capacités en lien avec les communautés locales, on est typiquement dans une chère innovation. En revanche, si je suis dans un projet qui, me concernant, est surtout un projet de recherche fondamentale, mais qu'il se trouve qu'accessoirement, il a des retombées, évidemment, il faut les mentionner parce que c'est toujours un plus, mais à ce moment-là, on ne sera pas forcément dans une chère innovation. On peut même être, et c'est pour ça que la différence est subtile, et c'est pour ça qu'il faut bien réfléchir avant d'être candidat. Il se peut très bien que je sois plutôt porteur d'un projet médiation. Mon but premier est de vulgariser mon savoir. Et il se trouve qu'après, ce savoir ayant été vulgarisé, certains rebondissent dessus pour appliquer ça, pour prendre l'exemple qui est ici, pour renforcer des capacités d'autonomisation technologique. Mais ça n'était pas dans ma démarche. À ce moment-là, je peux en faire état en disant mes travaux ont eu un écho dans tel cadre ou dans tel autre. Mais ça n'était pas la démarche. Dans le cadre des chaires innovations ou des chaires médiation scientifique, l'innovation ou la médiation scientifique doivent réellement être dans la démarche du projet lui-même. Il y a une question de Madame Véronique Miguel Adissou. Oui, merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien? Parfaitement. Merci beaucoup. Et je pense que ma question va être un petit peu dans la même mouvance que celle de mes collègues. En fait, c'est le lien entre alors je pense que c'est plutôt médiation vu ce que vous avez expliqué, le médiation et formation, notamment formation des enseignants, où on est vraiment sur une problématique de recherche qui va donner certains éléments. On va développer notamment des recherches collaboratives, donc en lien avec les praticiens. Donc on est sur cette interface-là. Est-ce que ça, c'est de la médiation scientifique et quelles sont les limites, les frontières entre formation et médiation scientifique en fait? Alors, quand vous parlez de formation, donc vous disiez formation des enseignants, à quel type d'enseignants vous pensez? C'est-à-dire des enseignants du second degré ou des enseignants du supérieur ou... Non, là, je pense enseignants du premier degré en l'occurrence. D'accord. Alors, dans ce cas-là, effectivement, on est dans de la médiation puisqu'on sort, quand je disais
sortir de la sphère académique, c'est, j'entendais par là la sphère universitaire, donc de la recherche académique. À partir du moment où vous adressez à un public qui est en dehors de cette sphère, qui est constitué d'enseignants, mais d'enseignants du premier ou du second degré, eh bien, cela peut être considéré comme une démarche de médiation, puisque j'imagine, alors là, je ne connais pas les détails du projet ou de l'activité, mais que le but, c'est qu'ensuite, donc c'est une première étape, on diffuse du savoir via la formation auprès des enseignants du premier degré, qui, eux, vont eux-mêmes être porteurs de ce savoir auprès de leur public respectif. Et on est vraiment donc dans une démarche de diffusion du savoir. D'accord, oui, c'est exactement le projet. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, j'ai vu une question dans le chat sur les ratios. Oui, Donc, tout à fait. Monsieur Laurent Petit. les statistiques sont indiquées chaque année sur le site web, mais je vous les donne en gros, et elles bougeront un tout petit peu cette année, et je vous dirai pourquoi. C'est un tiers de lauréats en junior, un peu moins d'un cinquième de lauréats en senior. Donc, 550 candidats pour 100 places en senior, 300 candidats, j'arrondis, 300 candidats pour 100 places en junior. Ça va bouger un petit peu, a priori, tout simplement parce que, comme je vous le disais, on augmente la limite d'âge des juniors, justement pour essayer de rééquilibrer un petit peu. En fait, dans la plupart des disciplines, on a très peu de temps pour être candidat en junior parce que le temps d'avoir fini sa thèse, d'avoir eu son premier poste, de commencer à s'installer dans sa carrière, etc. Il reste plus beaucoup d'années avant 40 ans pour être candidat. Et puis en revanche, en senior, on peut être candidat de 40 ans jusqu'à l'âge de la retraite. Et donc, on a beaucoup plus de temps. Donc voilà, c'est un tiers, un cinquième. Après, les taux de sélection dans les différents types de chaires sont à peu près équilibrés. Alors évidemment, on n'est pas au ratio de un tiers strict sur les trois catégories de chaires ou un cinquième dans le cas des seniors, mais on est sur des choses qui sont comparables et toutes les statistiques sont disponibles. Une autre question de Monsieur Perrego. Alors, sur les lettres de recommandation, Tout à fait. peut-on solliciter 2 chercheurs en poste à l'étranger ou faut-il au minimum un chercheur établi en France parmi les 2 auteurs de lettres? Alors, je vais répondre, mais sous le contrôle d'Augustine, à mon avis, la réponse est oui, on peut avoir 2 chercheurs en poste à l'étranger. Oui, oui, tout à fait. Voilà, c'est au moins un, on fait au moins un à l'étranger, mais ça peut être les 2, oui. Alors après, je vois Monsieur Laurent, même type de question, le transfert vers la clinique, modification de la formation ou des pratiques de soignants, rentre-t-il dans ce cadre ou est-ce considéré comme interne au milieu académique? Je pense que si on va vraiment vers la clinique hors cadre recherche universitaire, on peut être dans être dans la même logique que précédemment. Une question de Léo également. Merci pour cette Alors réponse. oui, merci pour la question. Quel organisme de l'université doit confirmer qu'on est en règle avec l'enseignement? Normalement, et après, il y a tout de suite une réserve. Donc, c'est le président ou la présidente de l'université. Évidemment, c'est rarement la présidente ou le président de l'université qui signe lui-même. Et souvent, la gestion des fiches de service va être déléguée aux directrices ou directeurs du FR, ou enfin, en fonction de l'organisation de chaque établissement, ça peut être très variable, mais la directrice ou directeur du FR va signer par délégation du président ou de la présidente de l'université. Donc, c'est à voir, soit avec les ressources humaines, soit avec son UFR ou département, mais dans tous les cas, la signature est au nom du chef d'établissement, que ce soit une université ou une école, si c'est une école. Alors, lorsque vous faites mention de 3 candidatures sur une période de 5 ans, est-ce que la période de 5 ans commence en date de la première candidature et redémarre à 0 après la 3e candidature? En fait, c'est sur toute période de 5 ans, vous avez une période de 5 ans glissante et il faut que sur cette période de 5 ans glissante, il n'y ait pas plus de 3 candidatures. Donc, voilà.
Est-on autorisé, si on a la chance d'avoir obtenu l'IUF senior, à déposer un projet européen pendant cette période au risque de l'obtenir et de cumuler IUF et projet européen? Est-on autorisé? Oui. Certainement. Ensuite, et vous y êtes même encouragé, le ministère voit d'un très bon œil et considère à juste titre que l'IUF peut servir de tremplin pour les projets européens, puisque par définition, les lauréats et lauréats IUF ont plus de temps que les autres enseignants-chercheurs, moins que les chercheurs, mais plus que les autres enseignants-chercheurs, et ont la possibilité de travailler plus en profondeur pour préparer un projet, que ce soit un projet individuel, que ce soit un projet collectif à déposer dans les appels à projets européens. Ensuite, si vous commencez à préparer ce projet pendant les 2 premières années à l'IUF, le temps de le déposer, si vous l'avez dès le premier coup, c'est très bien. Parfois, il faut s'y reprendre à 2 fois, etc. Il se peut que finalement, vous ayez la réponse positive que je vous souhaite au bout de 3 ou 4 ans. Dans tous les cas, il est possible de demander une suspension de sa délégation IUF, mais elle est limitée à 3 ans. Donc, en fait, on peut faire en sorte que son IUF se termine 8 ans après avoir été nommé. Attention, ça ne veut pas dire que pendant 8 ans, on a une décharge des 2/3 et qu'on a le budget de recherche, etc. Tout ça, c'est seulement pour 5 ans, mais on peut faire une suspension pour 1, 2 ou 3 ans en cours de mandat à l'IUF, et il faut que ce soit justifié de manière. Enfin voilà, il y a une liste des cas qui peuvent donner lieu à suspension de son statut IUF. Donc, après, il n'y a pas de, je dirais, de solution optimale qui permette d'intercaler très précisément le projet européen, l'IUF, et d'optimiser les avantages. Mais voilà, avec cette possibilité de suspendre, avec la possibilité d'être candidat pendant qu'on est à l'IUF, on peut arriver finalement à bénéficier et de l'IUF et d'un projet européen et des avantages associés dans de très bonnes conditions et sur une période qui peut être quand même suffisamment conséquente pour porter l'ensemble de ces projets. Alors oui, ça me permet d'ailleurs de préciser que dans les dossiers de candidature, on vous demande, vers la fin du dossier, si jamais vous êtes porteur d'un projet ERC ou autre projet européen, d'en faire état et de dire en quelques lignes, de présenter en quelques lignes votre projet, le projet que vous entendez déposer ou que vous avez déjà déposé. Cette question est vraiment une question, comment dire, facultative. C'est-à-dire que si jamais vous n'avez pas de projet européen en cours, n'inventez pas quelque chose. Vous n'êtes pas tenu de remplir cette partie du dossier. C'est clairement indiqué que c'est facultatif. Et donc, n'inventez pas quelque chose comme ça à chaud qui risquerait d'être un peu bancal. Ça viendrait finalement apporter un moins à votre dossier, alors que personne ne vous reprochera de ne pas avoir de projet IUF dans votre dossier de candidature, pardon, de projet ERC dans votre dossier de candidature IUF. Si vous en avez un, très bien, vous en parlez. Si vous n'en avez pas, ça n'est absolument pas rédhibitoire et c'est même neutre par rapport à la procédure de candidature. Alors, pour une candidature senior, au-delà de l'excellence du CV, qui est un prérequis, quels sont les marqueurs les plus déterminants pour le jury? Alors, oui, l'excellence du CV, évidemment, la qualité du projet. Donc ça, vraiment, pour avoir assisté de manière neutre au jury des années précédentes, j'ai pu constater que les membres du jury discutent réellement de la qualité des projets qui sont soumis, de leur réalisabilité, de leur intérêt, de la profondeur scientifique du projet qui est porté. Et donc ça, ce sont vraiment des éléments importants. Après, comme dans tout
dans toute procédure d'évaluation académique, que ce soit pour des promotions, que ce soit pour des primes ou autres, très souvent, on va regarder aussi tous les éléments d'un dossier. Donc, un dossier qui est non seulement excellent sur le plan scientifique, mais dans lequel il y a, par exemple, une petite dose de vulgarisation. Bon, ça sera un plus qui sera apprécié. Dans lequel il y a une implication en même temps au niveau administratif ou dans la vie de sa communauté scientifique. Ce sont des éléments qui seront autant de plus, mais ce sont des plus. Ils ne viennent pas se substituer aux deux principaux éléments que sont l'excellence et la qualité du projet. Et après, le reste, ça vient faire séparer éventuellement les ex-aequo, mais ça ne viendra pas faire remonter un dossier simplement qui serait déficient, soit au niveau de la qualité du parcours, soit au niveau de la qualité du projet. C'est l'occasion également pour dire que, parce qu'on a eu enfin pas des rumeurs, mais on nous a même questionné sur le fait que est-ce que c'est vrai que quand on est en province, on a plus de chances que quand on est à Paris? Est-ce que j'ai été lauréate ou lauréat parce que j'étais une femme, parce que j'étais un homme, parce que entre province et Paris, il y a une règle qui est pas plus de 30% des lauréates et lauréats à Paris. Et quand on dit Paris, c'est Paris intramuros. Dans les faits, on n'a jamais atteint les 30%, ce qui veut dire que dans les faits, cette contrainte n'a jamais, en tout cas pas depuis plusieurs années, elle a peut-être joué au tout début, je n'en sais rien, mais en tout cas, ça fait plusieurs années qu'elle ne joue pas, ce qui veut dire qu'elle est là sur le papier, elle est susceptible d'être activée si jamais on avait plus de 30% de Parisiens, mais la procédure de sélection naturelle au vu de la qualité des dossiers fait que il n'y a pas d'effet Paris versus province. En ce qui concerne les effets de genre, nous sommes très sensibles à l'une des missions de l'IUF qui est de contribuer à la féminisation de l'enseignement supérieur français. C'est écrit noir sur blanc dans les missions de l'IUF. Ça ne veut pas dire pour autant que l'on a des quotas de femmes et d'hommes, mais en revanche, ce que nous faisons, c'est de sensibiliser en amont nos jurys aux stéréotypes de genre dans les procédures de sélection académique. Ils visionnent une vidéo en amont qui attire leur attention sur un certain nombre de biais qui sont bien identifiés aujourd'hui par les psychologues. Et donc, ça permet de les sensibiliser à ces questions. Nous les sensibilisons à la mission de l'IUF. Nous avons, comme je le disais tout à l'heure, pour les juniors, des reports d'âge, mais qui ne sont pas liés au genre, qui sont liés à la maternité. Alors, ça n'est pas sans corrélation, mais c'est en fonction du nombre de maternités. Donc, il y a un certain nombre d'éléments qui font partie de notre politique de soutien à cette mission, l'une de ces trois missions de l'IUF, qui est de contribuer à la féminisation de l'enseignement supérieur français, mais il n'y a pas ni de points additionnels parce qu'on est une femme ou parce qu'on est un homme, ni de quotas a priori imposés en amont. Alors, ma question concerne un des documents à fournir. Il est demandé de résumer son projet en 500 mots maximum. Un autre document est-il demandé pour développer un peu plus son projet? Alors, Marc-Antoine, vous avez plus présent à l'esprit que moi la composition du dossier. Oui. Alors, non, tout est dans le dossier, hein. Donc tout ce qui est demandé dans le dossier, je ne sais pas si cette personne a vu, par exemple, le dossier de l'année dernière, mais tout est bien expliqué à chaque moment. La seule chose que vous pouvez faire, à la rigueur, pour gagner un petit peu de place dans votre dossier, c'est mettre votre CV dans un lien que le membre du jury pourrait cliquer et voilà, pouvoir gagner un petit peu d'espace dans votre dossier. Mais sinon, oui, vous avez un résumé, ça c'est la première partie qui est de 500 mots, qui est un peu plus grand dans le dossier. Mais vous avez le résumé qui va être sur le site web et de 500 mots, effectivement. Ouais.
Mais ça, c'est ce qui sera après sur le site web. Ça n'est pas c'est pas la n'est pas le description dossier de papier. l'ensemble du projet. Non, 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 pas du tout. Il y a les deux. Sur Il y le a site et le web, site il web y a- et le dossier papier. et Un le papier, dossier papier, il y a aussi des résumés. exactement. D'accord. Alors, un maître de conférence peut-il candidater à une chaire senior de l'IUF? Non, il ne faut pas. Enfin, oui, la réponse est oui. Je réponds des non à la deuxième partie de la question qui est faut-il obligatoirement être professeur des universités? Donc, il n'y a pas besoin d'être professeur des universités. On peut être maître de conférence. Après, comme je vous l'indiquais, en senior, on a 550 candidatures avec des dossiers de candidats qui ont entre 40 et 65, voire parfois un peu plus. Donc, on a des dossiers quand même qui sont très seniors. Voilà, je reprends le terme, donc des dossiers qui sont quand même très consistants. Après, c'est à vous de voir si il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles on est maître de conférence et pas professeur des universités, et l'on peut considérer que l'on est tout à fait à même d'être en compétition avec des dossiers de professeurs des universités. Donc, c'est votre décision. Il n'y a pas d'obligation en la matière. Ça me fait penser, là aussi, parce que ça donne lieu à des questions récurrentes. Pour être candidat à l'IUF, il faut être soit professeur des universités, soit maître de conférence des universités, c'est-à-dire deux catégories qui sont régies par le décret dit décret de 84. Alors, j'oublie jamais toujours le numéro qui suit, mais enfin voilà, le décret de 84 qui définit les deux corps principaux des universités, ou si on est dans l'hospitalo-universitaire, PUPH, donc professeur des universités, praticien hospitalier, ou maître de conférence, praticien hospitalier. Ce sont les seules catégories éligibles à l'IUF. Alors, je sais que cela crée des déceptions chez d'autres catégories qui sont dans l'enseignement supérieur, parce qu'il y a plusieurs autres corps parfois spécifiques à certains établissements, le corps des astronomes, le corps des directeurs d'études de les HESS ou de l'EPHE, le corps. Donc, il y a de nombreux autres corps qui existent dans l'enseignement supérieur. Ils ne sont pas, à l'heure actuelle, couverts par le décret instituant l'Institut universitaire de France. Une question également de Karima qui demande si on peut rédiger le dossier en anglais. Donc, le dossier peut être rédigé en anglais, il peut être en français et en anglais, sachant que dans nos... Alors, ça dépend beaucoup des disciplines, hein, mais comme vous le savez, 40% des membres du jury sont hors de France, donc on les fait venir pour l'occasion, mais ils sont en poste hors de France. Certains d'entre eux sont complètement francophones, d'autres pas, et d'ailleurs, les délibérations du jury se font au choix des intervenants dans l'une des deux langues essentiellement. Donc, les éléments du dossier peuvent être en anglais. Alors, je pense quand même que, par exemple, dans le résumé, il y a deux dossiers, ouais. l'un en anglais et l'autre en français, qui sont actuellement obligatoires. Ah, donc c'est les... Oui, bon, donc voilà, merci Augustine de préciser. Donc voilà, il faut qu'il y ait une traduction dans l'autre langue. Le dossier est en double. Alors, si on a eu des problèmes de santé pendant ces dernières années, est-il pertinent de le mentionner en joignant des attestations médicales? Alors d'abord, ça peut être pertinent de le mentionner quand on est candidat en junior, puisque c'est l'un des cas, en tout cas si l'on a été en longue maladie, etc., c'est l'un des cas de report de limite d'âge. Donc on peut demander un report de limite d'âge si... alors nous ne sommes pas médecins, c'est-à-dire ce n'est pas nous qui allons évaluer l'impact d'une situation médicale un peu compliquée. En revanche, si cette situation médicale compliquée a donné lieu, par exemple, à un congé de longue maladie de 2 ans, ça, c'est quelque chose qu'on est capable d'apprécier et de prendre en compte, que ce soit pour la limite d'âge si on parle de junior, ou que ce soit dans l'évaluation du dossier pour les seniors. Ça peut permettre de comprendre pourquoi il y a eu des trous dans la production scientifique, par exemple, pendant une certaine période. Donc, oui, vous pouvez le mentionner.
Mais voilà, sachez que nous ne sommes pas en mesure d'apprécier une situation médicale. Donc, il faut que l'attestation jointe soit un résumé expliquant pourquoi la personne a été pendant une certaine période ou est encore à 50% de son, enfin voilà, d'incapacité ou que sais-je. Mais on ne peut pas le faire nous-mêmes à partir d'un certain nombre d'éléments purement médicaux. Alors, en ce qui concerne la question de Madame Méadi, bonjour. Parmi les on dit que quand on a 60 ans, ce n'est plus la peine de déposer un dossier alors qu'on peut être un senior très dynamique. Alors d'abord, je vous rejoins complètement sur le fait qu'on peut être un senior très dynamique à 60 ans. Et ensuite, en revanche, je vous rassure, ces on-dit ne sont pas du tout fondés. Donc, on peut être candidat à 60 ans, à 61 ans, à 62 ans et au-delà. L'élément d'âge n'est pas pris en compte dans les jurys. Et si jamais un membre du jury venait à dire oui, mais ça serait trop bête de donner cette chaire IUF à telle personne qui ne va en bénéficier que pendant 1 an ou 2 parce qu'elle sera bientôt à la retraite, nous serions les premiers, nous, équipe administrative de l'IUF, à intervenir pour dire ce genre de discrimination n'est pas recevable. Donc, je peux vous assurer que l'on ait 60 ans, moins de 60 ans ou plus de 60 ans, ça ne joue pas. L'âge va jouer d'une manière ou d'une autre, de manière indirecte, quand on apprécie la qualité d'un dossier. Un même dossier chez quelqu'un de 40 ans et chez quelqu'un de 60 ans va forcément montrer que celui de 40 ans a été très dynamique pour arriver à la même production. Mais voilà, mais l'âge en tant que limite à partir de laquelle on ne serait plus éligible, ça ne joue pas du tout. Peut-être que, en toute transparence, ça fait partie des on-dit parce qu'il y a plusieurs années, il y a eu un cas avec une plainte de discrimination liée à l'âge qui a été réglée devant le tribunal administratif. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ça fait plusieurs années que cet argument-là n'est pas du tout recevable et il ne faut donc pas se censurer. Alors, où peut-on trouver les documents à remplir? Normalement, si vous ne l'avez pas déjà reçu, il y a une circulaire qui a été envoyée à tous les chefs d'établissement leur demandant d'informer leurs collègues, leurs enseignants-chercheurs de l'ouverture de la campagne en cours. Et sur cet appel à candidature, les éléments relatifs au dossier, enfin les liens vers le site de l'IUF et vers les dossiers de candidature est disponible. Après, l'ouverture effective de la campagne, c'est-à-dire le moment où on peut commencer à déposer constituer son dossier et faire acte de candidature, ça n'ouvre que le 7 septembre, Marc-Antoine? Le 8 septembre. Le 8 septembre, oui. Le 8 septembre, ouais. Voilà. Donc c'est le 8 septembre que… alors, jusqu'au 7 novembre. Merci Augustine. Donc là, vous aurez 2 mois pour remplir. Il y a des parties qui sont remplies en ligne, d'autres qui sont des pièces jointes à porter. Nous sommes en train de mettre à jour les différents éléments du dossier. Il y a peu de différence d'une année à l'autre, donc les éléments de l'année dernière permettent déjà de se faire une idée assez claire de ce qui est attendu, mais il y a quand même des petites modifications, donc il faut vraiment regarder les documents à jour pour déposer son dossier. Si vous allez sur le site de l'IUF, dans la rubrique Devenir membre, vous avez le lien qui vous amène vers l'application et c'est là que vous pourrez trouver tous les documents, le dossier en français, en anglais, les notices d'explication, etc. Alors, à la question, le recommandant peut-il être professeur émérite? Oui, à partir du moment où c'est quelqu'un qui est actif et qui est reconnu dans son domaine, ça peut très bien être un professeur émérite.
à la question sur les statistiques. Donc, l'an passé, nous avions eu 444 candidatures en fondamentale pour les seniors, 57 en innovation et 30 en médiation. Je rappelle qu'il y a 5 chaires en médiation, donc ça veut dire que le ratio était de 1/6, 57 en innovation pour 15 chaires, donc le ratio était à peu près d'un quart. Si c'était 60, ça ferait un quart, donc c'est un peu mieux qu'un quart, un peu plus favorable qu'un quart, et 444 en fondamental pour 80 chaires, donc là on est à 1 sur 4,5, quelque chose comme ça, oui. Donc oui, c'est ça. Donc, les ratios, comme je disais tout à l'heure, sont à peu près comparables, mais évidemment, il y a des petites variations et c'est clair que quand il n'y a que 5 chaires, bien, une candidature de plus ou de moins modifie assez fortement le ratio. Alors, en junior, nous avons eu l'an passé une situation particulière, mais je vais préciser tout de suite. Donc, on avait 280 candidats en fondamental. Nous avions 11 candidats en médiation scientifique, donc on était presque à 50% en médiation scientifique, à un tiers en fondamental. En revanche, nous n'avons eu que 6 candidats en chaire innovation. 6 candidats pour 15 places. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ont été toutes et tous pris, parce que le jury juge les dossiers en fonction d'un certain niveau d'excellence attendu selon les normes et les attentes habituelles de l'IUF. Donc, le jury a discuté des 6 candidats, a décidé de n'en retenir qu'une ou qu'un, a voté et a discuté donc longuement de chacun des dossiers séparément, a voté sur chacun des noms, a décidé de n'en retenir qu'un, et afin que les 14 places non attribuées en innovation ne soient pas perdues, le jury n'étant pas habilité à transférer des places d'une catégorie à une autre, une demande a été faite par le jury auprès du ministère en demandant s'il était possible que ces places non attribuées soient du coup attribuées aux candidats qui étaient en liste d'attente en fondamentale. Et donc, ça a permis, in fine, après examen de la chose sur le plan juridique par les services du ministère, ça a permis, in fine, de passer à 94 lauréats en chaire fondamentale, en junior, donc plus que les 80 initialement annoncés, 94 versus une seule place en innovation et 5 places en médiation scientifique. Alors, est-ce qu'il faut privilégier un programme de recherche inédit ou peut-on proposer comme projet un bilan de recherche déjà réalisé mais nécessitant un gros travail de traitement, d'analyse, d'interprétation en vue de publication? Il s'agit en l'occurrence de traiter une masse considérable de données archéologiques acquises au cours des dernières décennies. Je connais très peu les pratiques archéologiques, mais si le but c'est de transformer ce travail de collecte de données en une analyse pour en tirer donc des conclusions sur et des avancées en termes de connaissances archéologiques ou historiques, je pense que cela constitue un projet original et on n'est pas simplement dans de la compilation. En revanche, c'est clair qu'un projet IUF ne peut pas être un projet de compilation. Ça ne peut pas être, voilà, j'ai publié un certain nombre d'articles dans un certain champ et puis je voudrais prendre le temps d'en faire un peu la synthèse, d'écrire un ouvrage, de préparer mon HDR. Non, ça c'est plutôt le rôle des CRCT, éventuellement des délégations CNRS. L'IUF, on est sur des délégations de 5 ans et donc c'est effectivement pour porter un projet qui nécessite, et notamment c'est l'un des éléments qui vont être pris en compte par le jury, c'est-à-dire que votre projet doit avoir une ambition qui soit à la hauteur des 5 ans qui sont demandés.
je peux avoir un projet qui est très intéressant, mais pour lequel on va me dire, oui, mais écoutez, c'est très intéressant ce que vous voulez faire là, mais c'est quelque chose qui peut se faire en quelques mois, donc ça ne justifie pas d'avoir 5 ans. Donc, avoir un projet qui soit suffisamment ambitieux, suffisamment important, suffisamment consistant, maintenant qu'il s'appuie sur des collectes passées, là il s'agit de données archéologiques, mais j'imagine que la question peut se poser aussi pour des sociologues qui ont fait un travail de terrain, qui ont collecté des données, qui ont fait des monographies, etc., et qui à partir de là veulent construire une approche théorique qui vienne s'appuyer là-dessus. Ça peut être un physicien qui, sur la base d'un certain nombre d'observations et de manips, etc., veut prendre du temps pour faire un approfondissement théorique. Donc, ça peut être dans la continuité de ce que vous avez fait par le passé. Ça peut s'appuyer sur des choses qui ont été collectées par le passé, mais il faut qu'il y ait une réelle nouveauté. Ça ne peut pas être juste faire un travail de synthèse, même si les synthèses sont absolument nécessaires, indispensables, mais les attendus de l'IUF vont au-delà. Comment compter la limite des 5 ans lorsqu'on a combiné des candidatures en junior puis en senior? Alors, je ne suis pas sûr de comprendre la question parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de limite entre les candidatures. Non, avant, un Si junior c'est devait attendre 5 ans avant de recandidater voilà. senior. Voilà. Donc ça n'existe plus. Voilà. Voire, c'est relativement nouveau, donc je le précise, on peut même être 2 fois junior. Oui. Si on commence très tôt, si on est junior à 35 ans, on finit son mandat junior à 40 ans, on peut l'être à nouveau de 40 à 45 ans, puisqu'à 40 ans, on est encore junior et même jusqu'à 42 ans désormais. La condition maintenant, ça a été simplifié, mais pas par la dernière modification du règlement intérieur, mais par la précédente, c'est qu'on a droit au maximum, au cours de sa carrière, à être 3 fois lauréat de l'IUF. Ça peut être 2 fois junior, 1 fois senior, ça peut être 3 fois senior, ça peut être, voilà, vous en avez 3. Vous pouvez imaginer toutes les solutions possibles. C'est à vous de voir l'opportunité d'être candidat ou pas en fonction de votre avancement dans votre carrière. L'autre contrainte, comme je le mentionnais tout à l'heure, c'est pas plus de 3 candidatures sur une fenêtre glissante de 5 ans. Est-ce que la première année de maître de conférence durant laquelle on a une décharge de service correspondant à la formation obligatoire est bien une année durant laquelle vous considérez que l'on a réalisé son service complet? Ce n'est pas moi qui considère, c'est votre université considère très certainement que à partir du moment où cette décharge de service est intégrée dans vos obligations, et bien finalement, vous êtes en règle avec votre établissement et donc ils n'auront aucun mal à nous signer le fait que vous êtes en règle avec votre établissement et nous n'aurons aucun mal à prendre ça en compte dans, dans votre candidature. Cela dit, pour rappel, il faut être, et là aussi je parle sous le contrôle d'Augustine, il faut être en poste depuis, il faut être titulaire depuis 2 ans. Depuis 2 ans, oui, tout à fait. Pour être candidat. Donc, comme il faut être en règle sur les 2 dernières années, mais y compris l'année en cours, puisqu'il y a une année déjà réalisée et une année qui est en prévisionnel, il y a peu de chances, sauf cas particulier, que votre première année d'enseignement comme maître de conférence, sauf si vous avez été titularisé tout de suite, enfin voilà, même si vous êtes titularisé tout de suite d'ailleurs, puisqu'il y a 2 ans de battement avant de pouvoir être candidat. Donc je ne vois pas de situation, il en existe peut-être dans lesquelles cette année serait prise en compte. Mais en tout cas, elle ne nous pose pas de problème en tant que telle. Ce n'est pas parce qu'il y avait une décharge à partir du moment où la décharge est intégrée dans le service. Si l'on est un coordinateur d'un projet ANR en cours, peut-on déposer une candidature à l'IUF sur un autre projet? Oui, tout à fait. Oui, il n'y a aucun problème. ANR et IUF sont tout à fait compatibles dans les 2 sens d'ailleurs, et vous pouvez être IUF et être candidat à l'ANR.
est-ce qu'une prise de responsabilité administrative dans un organisme de recherche peut être un bon argument pour obtenir une chaire ou au contraire? Alors, prendre des responsabilités au service de la communauté, c'est toujours quelque chose qui est vu positivement, si tant est que le dossier est le dossier de qualité avec le niveau d'excellence requis et le projet de recherche convaincant et ambitieux. Mais a priori, c'est un plus. Il faut juste faire attention à une chose, mais cette fois-ci qui est plus au niveau administratif. Supposez que je sois actuellement directeur adjoint d'un institut du CNRS. En général, les directeurs adjoints des instituts du CNRS sont en détachement de leur université auprès du CNRS. Ben, si j'étais candidat à l'IEF, se poserait un problème. On ne peut pas cumuler un détachement et une délégation. Donc, si je suis en fin de détachement, il n'y a pas de problème. Je termine mon détachement et l'année d'après, je peux être en délégation à l'IEF. Mais si je suis encore sur mon poste administratif et avec un statut donc de détachement, là, il y aura une difficulté purement administrative, mais qui ne peut pas être résolue, puisque pour mettre en place une délégation, il faut mettre fin au détachement. Donc, voilà. Pour information, ça ne concerne pas forcément beaucoup de personnes, mais c'est bien de le savoir en amont. Oui, pareil, la décharge de service accordée dans le cadre d'un projet ANR JCJC est considérée comme un service complet. Encore une fois, tout ce qui est décharge de service qui sont actées par votre établissement, soit parce que l'établissement l'a décidé en fonction de ses règles internes qui sont prise de responsabilité administrative, prise de responsabilité pédagogique, etc. Il y a le référentiel des tâches qui prévoit un certain nombre de décharges de services. Mais en fait, tout ça est intégré dans vos obligations et donc vous êtes en règle à la fin de l'année si vous avez fait le reste des heures qui restent dues. Pareil, si la décharge que vous avez obtenue, c'est dans le cadre d'une convention qu'aurait signée votre établissement, soit avec l'ANR, soit avec le CNRS parce que vous avez été en délégation, soit, enfin voilà, toutes sortes de situations. Ça peut être dans le cadre d'une convention avec une fondation de recherche ou que sais-je. Si ça a été acté par votre établissement et que vous n'êtes pas considéré, encore une fois, j'aime bien le résumé de la sorte, même si ça ne s'écrit pas comme ça sur le plan administratif, il ne faut pas être débiteur vis-à-vis de votre établissement. C'est-à-dire, en gros, il ne faut pas que votre établissement dise oui, mais cette personne, il y a 10 heures de plus qu'elle aurait dû faire et qu'elle n'a pas faites. Là, ça pose problème. Mais si vous êtes en règle, si l'établissement considère que vous êtes, voilà, votre service a été rempli, quelle que soit la manière dont il a été rempli, à partir du moment où ça a été acté par l'établissement, ça nous convient. Alors, les projets de qualité en ingénierie ou en physique nécessitent souvent des validations expérimentales dans différents laboratoires, même lorsqu'ils sont principalement théoriques. Un véritable projet scientifique repose donc souvent sur une collaboration avec d'autres partenaires. Comment ces partenaires peuvent-ils être intégrés au projet soumis à l'IEF et de quelle manière leur rôle est-il pris en compte dans l'évaluation? Alors, vous pouvez évidemment mentionner le fait que vous travaillez dans une équipe avec, qu'elle soit locale ou que ce soit en partenariat avec d'autres laboratoires, dans d'autres établissements, etc. Et ça donnera certainement une idée aussi de votre envergure scientifique, c'est-à-dire si vous travaillez en partenariat avec 3 laboratoires dans 3 pays différents sur des manips de grande ampleur, etc. Tout ça sont des éléments qui sont pris en compte et qui peuvent être une mesure ou une indication de votre aura, votre envergure, etc. Mais, encore une fois, les nominations à l'IEF sont des nominations individuelles. On peut réfléchir, mais en tout cas, ce n'est pas le cas aujourd'hui, on peut réfléchir au fait d'avoir des équipes qui seraient labellisées IEF ou que sais-je. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas, c'est un dispositif qui a été conçu au départ comme un dispositif purement individuel. Donc, c'est la personne qui est retenue, qui est lauréate de l'IEF, mais le fait de travailler en équipe
c'est clair que dans quasiment toutes les disciplines, déjà, le fait de travailler en équipe est un élément positif. Le fait de travailler dans des équipes à cheval sur plusieurs établissements, c'est la preuve qu'on est capable de développer des partenariats. Si c'est à l'international, c'est encore mieux, etc. Rien de tout cela n'est indispensable, mais ce sont des éléments qui, en général, et dans de nombreuses disciplines, est perçu positivement. Sachez que vos dossiers sont avant tout évalués par des personnes de vos disciplines. Ensuite, il y a une discussion interdisciplinaire et le jury est interdisciplinaire. Mais l'évaluation première est faite par des gens de vos disciplines et même plus précisément de vos sous-disciplines quand on est sur des choses, une granulométrie, une granularité plus fine. Donc, les pratiques de votre discipline sont intégrées dans les modalités d'évaluation de votre dossier. Donc, oui, il faut plus de manipulation dans certains champs de la physique, il faut plus de terrain en sociologie, il faut plus de ceci, mais ce n'est pas un problème parce que ceux qui vont vous évaluer sont avant tout des gens de votre discipline, donc ils sont capables de comprendre les impératifs de cette discipline et vont être capables, et je l'ai vu, d'expliquer aux autres disciplines en disant, mais vous savez, ça, c'est très important parce que dans notre discipline, si on ne fait pas ceci, cela, ça n'a pas de sens. Donc, les différents membres du jury ont la capacité, et ils sont choisis pour ça, et ils sont suffisamment renommés dans leur champ et au-delà pour pouvoir porter la voix de la discipline et défendre les dossiers les plus porteurs. Pourriez-vous préciser le rôle des 3 personnalités scientifiques pouvant être consultées? Sont-elles appelées comme experts du projet? Quel est le degré de proximité scientifique? Car il est précisé qu'ils doivent être du domaine. Alors, les 3 personnalités scientifiques sont données à titre indicatif et ce ne sont pas elles qui sont appelées à expertiser le dossier. En revanche, ce sont des personnes que les experts peuvent être amenés à consulter si vraiment ils considèrent qu'ils ont besoin d'éléments complémentaires. Donc, c'est quelque chose qui permet d'abord de préciser votre champ au cas où ça ne se verrait pas tout de suite parce que ces 3 personnalités vont permettre de triangulariser et d'identifier plus précisément le terrain sur lequel vous vous placez, mais elles ne sont pas appelées à être expertes du dossier. L'importance de l'HDR, en particulier pour la candidature à l'IUF junior, même en junior, ce que l'on attend, ce sont des dossiers qui sont suffisamment consistants, suffisamment mûrs. Alors, il peut y avoir là aussi de nombreuses raisons qui font que l'on n'a pas encore soutenu son HDR, mais il faut savoir que l'on va se retrouver face à d'autres candidats qui, beaucoup, ont une HDR, ont déjà encadré des thèses, etc. Donc, après, encore une fois, il peut y avoir plein de raisons qui font que l'on n'a pas soutenu son HDR, donc elle n'est pas indispensable. Il n'y a pas une note ou des points attribués au fait d'avoir ou de ne pas avoir l'HDR. Je dirais presque que ce n'est pas tant l'HDR en tant que tel qui est important, c'est le fait d'avoir ou pas dirigé des recherches, parce que avoir dirigé des recherches, ça permet, de montrer là aussi sa stature scientifique, et puis ça permet aussi d'élargir le périmètre de son périmètre d'intervention. Donc voilà, c'est plus de manière indirecte que des points qui seraient attribués au fait d'avoir ou de ne pas avoir l'HDR. Est-ce que oui, donc tous les dossiers remplis dans les dossiers, il y a quelques années, apparaissait la possible opening of IUF project towards an ERC project. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Cette section est maintenue, mais comme je le disais tout à l'heure, non, ça n'est pas problématique de ne pas le remplir. Voilà. Ça n'est pas, voilà. Et il vaut mieux ne pas le remplir que de le remplir en s'inventant sur le moment un possible projet. Quand je dis s'inventer, ça n'est pas péjoratif, mais c'est-à-dire qu'il ne faut pas le faire à la va-vite en disant oui, je ferai ça dans 2 ou 3 ans, j'ai déjà les grandes lignes en tête. Si c'est encore trop confus, il vaut mieux ne pas se lancer à
à décrire quelque chose qui n'est pas suffisamment établi. Le dossier en français et en anglais, oui, je confirme. Directeur d'études EPHE et HESS, je confirme que c'est impossible de candidater. Est-ce que c'est tout le dossier qu'il faut traduire en anglais ou seulement le projet scientifique? Je crois que c'est tout le dossier. Pourrions-nous disposer du dossier à compléter avant le mois de septembre? Oui, il sera en ligne. Et d'ailleurs, voilà, encore une fois, comme disait tout à l'heure Marc-Antoine, si vous allez à la rubrique devenir membre, vous aurez les éléments. Possible de consulter les projets de lauréats des années précédentes? Non, ça, on ne peut pas consulter les projets des lauréats des années précédentes parce que les projets et les dossiers sont confidentiels. En revanche, si vous connaissez des personnes qui ont été candidates, elles peuvent vous transmettre leur dossier de candidature. Ce que nous sommes en train de mettre en place, mais ce sera probablement trop juste pour la campagne actuelle, c'est un réseau de correspondants locaux de l'IUF constitué de personnes qui ont été lauréats de l'IUF et qui peuvent être autant de référents dans les différentes universités. Mais voilà, je vous invite, si vous voulez en savoir plus sur le type de contenu spécifique à une discipline ou une sous-discipline, de discuter avec vos collègues, mais nous, on ne peut pas transmettre les dossiers. Est-ce que le projet de créer un logiciel pédagogique libre peut... alors, je réponds très rapidement parce qu'après, évidemment, tout va être dans le détail, mais un projet de logiciel libre peut être une démarche de médiation. Ou ça peut être une démarche d'innovation. Après, tout dépend du contenu, de la difficulté, de l'ambition, etc. Mais c'est quelque chose qui peut être au cœur d'un projet, mais je dirais plus innovation ou médiation selon l'objectif recherché, plus que fondamental. Mais écoutez, je vois qu'un certain nombre de remerciements et je vous remercie à mon tour d'avoir été présent. Peut-on candidater en tant que junior lorsque l'on est professeur d'université âgé de moins de 42 ans? Oui, un junior comme senior, c'est indépendant du fait d'être maître de conférence ou professeur des universités. C'est que l'âge. Donc après, toutes les possibilités sont acceptables. Alors, la dernière question, il peut arriver que des rivalités ou des sensibilités existent en certains groupes ou chercheurs. Oui, dans d'autres pays, il est parfois possible de signaler en amont des situations où la présence de certains experts dans une procédure d'évaluation pourrait poser difficulté. Alors, de toutes les façons, il n'y a pas les experts et les membres du jury qui vont évaluer votre dossier ne peuvent pas être des proches. C'est-à-dire, on demande de déclarer les conflits d'intérêts. Et dans les conflits d'intérêts, il y a le fait d'avoir travaillé ensemble, il y a le fait d'être collègues dans le même laboratoire, et il y a le fait évidemment d'être parents suffisamment proches, etc. Donc, et quand je dis travailler ensemble dans les dernières années, si vous avez écrit un article ensemble il y a 30 ans, ça ne va pas exclure la personne a priori. Donc, ça élimine un certain nombre de situations délicates. Mais je sais aussi que parfois, il peut y avoir une concurrence entre deux équipes et des inimitiés entre deux équipes. Pour l'instant, nous n'avons pas prévu une procédure qui permette de dire il ne faut absolument pas que ce soit tel ou tel qui évalue mon dossier. Il faut peut-être que l'on y réfléchisse. Alors, en guise de mot de la fin, on me suggère de repréciser les grands critères d'évaluation du projet et du CV. C'est très, très difficile de... encore une fois, je rappelle que vous êtes évalué par des collègues de votre discipline. Donc, on va juger la maturité de votre trajectoire et la qualité de votre trajectoire à l'aune des critères de votre discipline. Ce que l'on attend, ce sont des dossiers qui soient, pour leur catégorie, en junior ou senior, des dossiers considérés comme mûrs et comme étant de très haut niveau. Il faut savoir qu'il y a déjà beaucoup d'autocensure avant d'être candidat à l'IUF et ensuite, comme je le disais, en moyenne, il n'y a qu'un tiers de lauréats parmi les seniors et un tiers parmi les juniors et un cinquième parmi les seniors. Donc, procédure très exigeante. Donc, voilà, la qualité du dossier, après, c'est en relatif.
Le projet doit être ambitieux, doit être original et doit être rédigé de manière à bien mettre en avant les difficultés, les objectifs, les attendus pour que l'évaluation puisse se faire dans les meilleures conditions. Merci à toutes et à tous. Je vous remercie pour votre présence et voilà, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, d'abord à participer à la prochaine réunion qui aura lieu le 2 septembre ou à nous saisir si vous avez une situation très particulière, très spécifique qui demande un examen particulier. Merci beaucoup et excellente journée à toutes et à tous.